Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le CPF 2024. Je suis donc Virginie Mazza, je suis directrice du pôle CPF chez M2I Formation et je suis ravie d'avoir Philippe à mes côtés pour vous parler de ce sujet qui a fait beaucoup d'actualité. Voilà. Philippe est directeur d'études à la Caisse des dépôts, donc il va pouvoir nous apporter plein de réponses très pratiques sur le CPF. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre 2-3 minutes pour refaire un petit tour sur le sommaire, si vous le voulez bien. Zoom sur les chiffres, le reste à charge dont on a beaucoup parlé, les outils à disposition des entreprises et les nouveautés et perspectives de la plateforme Mon Compte Formation. Voilà, c'est surtout Philippe qui va intervenir. Je me permettrai de temps en temps quand même de prendre la parole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter M2I Formation pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Vous l'aurez compris, notre credo, c'est la formation aux professionnels depuis bientôt 40 ans. Rapidement, en chiffres, nous bénéficions d'un maillage territorial assez unique avec 35 centres en nom propre, répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons été créés en 1985, donc bientôt 40 ans d'existence. Et de ces 40 ans, nous avons permis de nouer des relations de confiance avec les OPCO. Donc, vous allez trouver beaucoup de formations conventionnées et en partenariat avec les OPCO chez M2I Formation. Au-delà de la seule formation professionnelle, nous intervenons également en formation longue, certifiante et diplômante, et nous sommes également présents sur le marché de l'alternance. À notre catalogue, 2500 modules de formation, dont une grosse centaine est éligible au CPF. Et en fait, en synthèse, nous accueillons pas loin de 100 000 apprenants par an dans nos salles, que ce soit en présentiel ou en distanciel. La qualité est un engagement fort pour M2I. Nous sommes bien évidemment certifiés Calliope depuis 2022, nos 35 centres. Et outre cette certification Calliope, M2I est considéré comme un acteur incontournable par l'éditeur Leaders League et meilleur organisme de formation par Le Point. Voilà, c'était une présentation assez rapide en chiffres pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Ce que je vous propose, c'est un petit sondage rapide avant de rentrer dans le sujet du CPF. Voilà, avec 3 questions. Combien d'actifs ont créé leur compte? Combien de dossiers ont été acceptés? Et quel est le montant global des formations financées en 2023? Vous avez un onglet sondage à votre droite d'écran. Mettez les réponses, comme ça on va voir un petit peu quelle est votre connaissance du marché avant que je laisse la parole à Philippe. Nombre d'actifs qui ont créé leur compte, 19 millions. Nombre de dossiers acceptés, 7,2 millions. Et quelle est l'enveloppe globale? Vous l'avez sous les yeux, 2 milliards. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'est le marché du CPF aujourd'hui. Philippe, à toi. Merci Virginie, bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez vu sur la diapositive précédente, beaucoup de chiffres que je vous rajoute un petit peu ici pour compléter un peu le petit sondage qui a été effectué assez rapidement, et qui vous donne un peu l'ampleur de ce que représente aujourd'hui le marché du CPF. Vous savez que Mon Compte Formation, on y reviendra un petit peu, mais puis peut-être que je répondrai à des questions que Virginie récupérera dans le chat à ma place. Mais je pense que vous connaissez un peu le principe. Mon Compte Formation, c'est la plateforme. Le CPF, c'est les comptes. Il y a environ 40 millions de comptes aujourd'hui pour les actifs qui existent aujourd'hui, enfin qui sont qu'on alimente au niveau de la Caisse des dépôts tous les ans. Mais il y en a même pas la moitié qui sont activés pour pouvoir acheter des formations en ligne. Sur Mon Compte Formation, il faut avoir activé son CPF, d'où les 19 millions qui figuraient sur la diapositive précédente. Donc en fait, c'est ça aujourd'hui la réalité du CPF, c'est que un CPF sur 2 est ouvert seulement, mais ça permet quand même et là vous avez les chiffres depuis la création de la plateforme en novembre 2019, un peu plus de 4 ans. En un peu plus de 4 ans, le CPF, le Mon Compte Formation, le CPF représente un peu plus de 7 millions de dossiers de formation qui ont été acceptés, donc qui ont été créés en ligne sur la plateforme, pour un total cumulé de plus de 10 milliards d'euros. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont assez conséquents, avec un montant des achats. Donc vous voyez apparaître le chiffre tout en bas. C'est un montant qui n'est pas très élevé en soi. On aimerait bien le faire. Il grossit un petit peu chaque année, mais il reste quand même relativement faible. En tout cas, bien en dessous de ce que nos concitoyens détiennent sur leur compte, puisque vous voyez sur la partie droite que sur les 40 millions environ de comptes CPF,
il y a en moyenne 2000, un peu plus de 2000 euros sur le CPF, pardon, de chacun de nos concitoyens. Je mets de côté un petit peu, parce que je pense que ça vous intéresse pas précisément aujourd'hui, les agents publics qui ont aussi un CPF, les 5,5 millions d'agents publics en France qui ont un compte personnel de formation, parce que ces comptes-là sont gérés en heures et non pas en euros. Donc on peut pas acheter des formations avec des heures, hein. Pour payer un organisme de formation, il faut des euros. Donc les heures ne permettent simplement que d'accéder à leur service de ressources humaines. Donc je laisse un peu ça de côté pour pas alourdir la présentation. Mais sachez que les fonctionnaires ont aussi, enfin les 3 fonctions publiques ont aussi un CPF. Voilà ce que je peux évoquer comme chiffre clé. Donc là on a une présentation, j'allais dire un peu différente de ce qu'est le CPF. Donc vous voyez apparaître quelques données en pourcentage qui vous donnent la réalité actuelle du CPF. À 2/3, ce sont des actifs salariés, hein, qui achètent sur la plateforme. Ça veut dire qu'à 1/3, ce sont des demandeurs d'emploi. Hein, la différence entre les 65 et les 100%, ce sont des demandeurs d'emploi. Majoritairement, aux 3/4, ce sont des personnes qui ont un niveau bac ou infra-bac, avec ce qu'on appelle, nous, classiquement, ouvriers employés, bon, pour simplifier un peu les choses, mais ça vous donne un peu la répartition, en quelque sorte. Un poids qui est assez important au niveau des seniors. On considère les seniors à au-delà de 50 ans. Donc, un dossier sur 5 est acheté par des seniors. Et on a une quasi-parité homme-femme. On est à 52% d'hommes qui achètent sur la plateforme pour 48% de femmes. Et ça, on est assez fiers de ces chiffres parce que on pense avec ces chiffres pouvoir véritablement toucher les personnes qu'il faut, c'est-à-dire aussi bien des hommes et des femmes, des seniors un petit peu, des personnes qui ont besoin de se former, et 1/3 de demandeurs d'emploi, 2/3 de salariés, donc d'actifs salariés. Nous, on considère que c'est plutôt pas mal. En bas, vous avez quelques données concernant les organismes de formation. Il y a 15 000 organismes de formation présents sur la plateforme. Les chiffres évoluent relativement peu parce qu'on filtre. On a Catherine T qui nous dit cette présentation n'est pas pour les collectivités. Elle est pour les collectivités parce qu'elle concerne en fait le CPF dans sa globalité. On a une autre question de Priscilla qui nous demande si le CPF secteur public sera-t-il évoqué ou non. Pas spécifiquement. Non, pas spécifiquement le secteur public. On le présente bien évidemment dans les chiffres. Philippe vient d'expliquer qu'il est accessible. Le CPF est également accessible. Donc c'est vraiment une présentation des outils plus à la disposition des entreprises. Et en fait, c'est Philippe qui doit pouvoir nous dire si les collectivités ont accès à ces outils. Voilà. Alors sur cette diapositive, vous avez un peu la façon de procéder en ce qui concerne le compte personnel de formation. Je pense que c'est des choses que vous savez un petit peu parce que du côté des entreprises, c'est comme ça que cela fonctionne. Vous avez sur cette diapositive la différence, enfin la façon de pouvoir acheter sa formation sur le CPF. Le compte personnel de formation est issu d'une loi qui permet d'ouvrir l'accès à la formation à la demande de l'acheteur. C'est l'acheteur qui décide d'acheter une formation. Bon. Sauf que l'acheteur, dans la plupart des cas, c'est un actif. Prenons le cas uniquement des actifs qui sont en emploi. Les actifs qui sont en emploi, ils ont 2 solutions. Soit se former sur leur temps de travail, soit se former hors leur temps de travail. Et sur cette diapositive, on rappelle, en fait, tout simplement, que hors temps de travail, le salarié fait ce qu'il veut. Hein, il n'a pas à demander à son employeur s'il a l'autorisation ou non de se former. Par contre, quand il est sur temps de travail, bien évidemment, il ne peut pas acheter une formation et aller en formation avec son bon plaisir uniquement. Et du coup, il doit demander à son employeur qui dispose d'un certain délai pour répondre, sachant que l'employeur en aucun cas n'est obligé d'accepter la formation sur temps de travail. Il n'a même pas besoin de justifier sa décision. Donc, c'est des rappels
mais ça vous donne un petit peu le principe général du compte personnel de formation. Concernant le reste à charge, qui est un sujet qui est très actuel aujourd'hui, puisqu'en fait ça consiste à, pour une formation à demander au titulaire. Ce qu'on appelle le titulaire chez nous, c'est celui qui achète, qui est celui qui détient un compte, qui est titulaire d'un CPF, qui consiste pour le titulaire à devoir payer un peu sur ses fonds propres. Bon, à titre de rappel, on va y passer relativement peu de temps, mais vous voyez sur cette diapositive les différents cas d'alimentation qui existent aujourd'hui. Je rappelle que le CPF est alimenté chaque année, les comptes CPF, les 39,8, les 40 millions de comptes sont alimentés chaque année par la Caisse des dépôts. Chaque année, on met l'équivalent de 11 milliards d'euros sur les comptes, sur les 40 millions de comptes. On en consomme 2, pas plus, et c'est le maximum d'ailleurs que nous autorise France Compétences, puisqu'on a un budget pour l'année 2024 de 2,3 milliards, pas plus. Donc on met quand même 11 milliards d'euros sur les comptes à travers le processus d'alimentation. Donc vous voyez les grands principes qui apparaissent ici. Mais ces 11 milliards d'euros, en fait, c'est des droits, c'est pas de l'argent. On ne touche pas 11 milliards d'euros. L'argent nous vient des entreprises via France Compétences. Et c'est lorsqu'une personne achète sa formation en ligne qu'elle mobilise ses droits et que ça devient réellement de l'argent. Donc l'alimentation, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est le point de départ de l'alimentation des comptes personnels de formation. Donc, si on passe aux diapositives qui suivent, vous avez des actions qui sont éligibles au CPF sur cette diapositive. Donc j'ai rajouté dans les permis de conduire, j'ai rajouté le permis moto, les permis A, puisque A1 et A2 sont désormais éligibles depuis le début de l'année, mais vous voyez apparaître tout ce qu'un titulaire peut acheter avec son CPF. Toutes les formations qui sont des bilans de compétences, de la validation des acquis d'expérience, tous les différents permis de conduire et les actions à la création reprise d'entreprise. Donc si on poursuit, parce que ça je pense que vous le savez, le reste à charge en fait, c'est la possibilité, c'est l'obligation qui va apparaître pour un titulaire lorsqu'il veut acheter une formation de mobiliser ses droits CPF, mais aussi d'avoir à payer obligatoirement ce qu'on appelle un reste à charge, c'est-à-dire qu'il devra sortir sa carte bleue et payer un montant qui, d'après les informations que nous avons aujourd'hui, est un montant forfaitaire de 100 euros qui va s'appliquer à l'ensemble des titulaires, à l'exception, a priori, je parle sous toute réserve parce que les textes ne sont pas sortis, donc il faut toujours être prudent, à l'exception des demandeurs d'emploi et à l'exception des salariés qui vont pouvoir bénéficier d'un abondement ou d'une dotation, de leur employeur. On verra la différence qu'il y a entre ces deux termes un petit peu plus loin. Mais c'est le principe en fait, c'est-à-dire qu'en fait, un titulaire, s'il n'est pas demandeur d'emploi et s'il n'est pas aidé par son entreprise, il devra payer 100 euros sur la formation. Alors, quand est-ce que le texte va sortir? Nous, on pense qu'il va sortir au mois d'avril ou au mois de mai. Ça fait depuis le début de l'année qu'on en parle, mais les textes sont prêts, mais ils sont pas passés encore au Conseil d'État. Et puis après, il y aura les délais habituels de mise en place. Tout dépend de la complexité de ce qui va être demandé à l'intérieur du décret et à la décision qui sera prise par les pouvoirs publics. Nous, on a déjà prévu au niveau de la Caisse des dépôts la possibilité pour un titulaire de pouvoir mettre un reste à charge sur son application. Donc nous, normalement, on devrait être prêt aux alentours du mois de juillet. Je pense que ça va être le démarrage à peu près du reste à charge pour l'année 2024. Alors Philippe, je vais me permettre de partager des questions que moi j'ai déjà eues de la part de nos clients chez M2I Formation. Est-ce que un dossier qui est validé sur la Caisse des dépôts avant ce décret d'application sera exonéré des 100 euros? Oui. Oui.
D'accord. Ça va, en fait, la date, en fait, je pense qu'on va avoir un énorme pic de consommation juste avant la sortie. Quand le délai, enfin, quand la date de démarrage va être annoncée, je pense qu'il va y avoir une bosse sur nos achats considérable et puis après une chute en fonction en fait, il y en a qui vont anticiper leur formation. Puis je pense qu'il y aura des organismes de formation qui vont accélérer un peu le processus pour pouvoir permettre à des titulaires de ne pas avoir à payer le ticket modérateur. Ce qu'on appelle le ticket modérateur ou le reste à charge, c'est la même chose. Donc oui, il faudra le faire avant. Si vous le faites avant, il n'y a pas de problème, même si la formation a lieu après. Ok, jusqu'à la fin de l'année, même si la formation a lieu jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Oui. Ok. Réponse oui. Je me permets juste de regarder s'il y a d'autres petites questions sur ce sujet dans le chat. Alors, voilà, il y a Julie qui dit si le salarié a un solde suffisant mais aidé par son entreprise, il devra quand même payer ce reste à charge de 100 €. Oui, c'est le principe. Ok. C'est le principe. En fait, l'idée, vous l'avez compris, je pense, l'idée des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de freiner. En fait, on est en plein dans la volonté de réduire toutes les poches de budget, du budget de l'État, d'une manière ou d'une autre, qui sont utilisées. Le CPF fait partie. 2 milliards d'euros. Bien, effectivement, que le ticket modérateur soit maintenu. Pour autant, on lit dans la presse que ça sera pas, c'est pas acté les 100 €. Donc, je ne sais pas si Philippe a plus d'informations à nous partager. Je sais que Non, tant que le texte n'est pas sorti, on ne peut pas trop savoir. Alors moi j'avais rassemblé effectivement quelques questions qu'on a eues chez M2I. Y aura-t-il une action déclarative du titulaire ou de l'entreprise pour demander une exonération du ticket modérateur? Concernant les demandeurs d'emploi, est-ce que ce sera automatique? Est-ce que toutes ces choses-là sont déjà prévues sur la plateforme? Oui, alors pour les demandeurs d'emploi, oui, ça sera automatique. Action déclarative du titulaire ou de l'entreprise pour demander. Non, en fait, cette plateforme, elle est digitale, vous l'avez compris, donc tout fonctionne de manière automatisée, le plus possible. Nous, on veut pas traiter sur la plateforme du papier ou des justificatifs ou des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'accepter ou de ne pas accepter l'exonération du ticket modérateur. Voilà. Donc c'est ça le principe. Après, tout va dépendre de la complexité demandée par les pouvoirs publics, parce que selon la complexité demandée, il peut y avoir effectivement nécessité à ce qu'il y ait une action soit de la part du titulaire, soit de la part de l'entreprise. Mais nous, on n'y est pas du tout favorable, parce que ça va ralentir les achats, ça va complexifier les choses, ça va nous obliger à mettre du personnel derrière, ce qu'on ne veut absolument pas, parce que ça va prendre du temps, quoi. Ça va prendre du temps. Alors, je te lis juste quelques questions. Éline qui dit le financement du reste à charge doit obligatoirement être payé par le salarié, question, ou l'employeur peut prendre en charge ce montant lors de l'abonnement. C'est une très bonne question. Oui, d'après ce qu'on entend, mais encore une fois, ça sera prévu et ça sera validé par le décret en Conseil d'État. Le titulaire devra avancer la somme, il devra payer son ticket modérateur et il aura effectivement la possibilité, en récupérant, là il va récupérer un justificatif sur la plateforme, il pourra demander de rembourser. Oui, donc ça c'est prévu, mais encore une fois, faut être prudent par rapport à ce qui sortira dans les textes. Mais ça on l'a lu moi je l'ai lu dans le projet en Conseil d'État. Oui. Ok. Question d'Elvina, quels sont les moyens de paiement du salarié? Le montant peut-il être déduit de la fiche de paye? Carte bleue, non. Carte bleue, ok. Non, pas fiche de paye. Nous, on voit rien sur la fiche de paye, on peut pas y accéder. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'argent pour payer l'OF à la fin. Okay. Pour pouvoir payer l'organisme de formation en fin de formation, il nous faut de l'argent. Donc l'argent, on l'a soit par France Compétences, les droits CPF, puisque France Compétences nous transfère un budget, les dotations des entreprises quand les entreprises dotent, et le ticket modérateur, la carte bleue du titulaire. Quand on a tout ça, on a l'argent. Si la formation fait 3 000 €, tant qu'on n'a pas les 3 000 €, la personne elle rentre pas en formation. Quand on a les 3 000 €, c'est un exemple, les 3 000 €. Oui, bien sûr. Ouais. Là, c'est voilà. Donc nous, tant qu'on n'a pas l'argent, on laisse pas rentrer la personne en formation. D'accord.
Question de Justine. Alors celle-là, je pense que tout le monde se la pose. Merci Justine. Est-ce qu'il y aura un minimum d'abondement employeur, pardon, j'ai perdu, voilà, pour que nos salariés n'aient pas à payer les 100 euros? C'est-à-dire que si une entreprise abonde de 1 euro, est-ce que le salarié est exonéré de ces 100 euros? Désolée Philippe. Non, mais oui. Non, mais ça, c'est les effets pervers d'un système que je comprends. Moi, là, c'est difficile de répondre à cette question parce que, encore une fois, il faudrait voir un petit peu à la fois la pratique et puis le texte. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il faudra un minimum, mais je connais pas. Là, franchement, je suis désolé. Non, mais c'est déjà formidable qu'on ait une confirmation de ce reste à charge. Donc c'est normal. Et ce que je propose peut-être, c'est qu'au moment où le décret sera passé, on fasse à ce moment-là un petit webinar dédié au CPF. Voilà. Donc dédié au reste à charge, pardon. Alors, Stéphanie, bonjour. Comment faire pour obtenir un appel de fonds de la part de la CDC pour régler la part correspondant au cofinancement? Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on avance parce que Philippe a pas mal d'informations à nous partager sur l'abondement, la dotation, etc. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur ces sujets-là. Peut-être qu'on reviendra sur vos questions à la fin, si ça vous convient. OK? J'avance, Philippe. Allez. Alors, le sujet de notre webinaire, c'était de vous présenter ou de vous rappeler les outils qui sont à la disposition des entreprises, voilà, pour faire du CPF un levier de compétitivité. Donc, Philippe va prendre un petit peu de temps sur ce sujet. Alors, d'abord, premier petit sondage qui est donc dans les sondages. Connaissez-vous l'espace des employeurs et des financeurs, EDEF? Est-ce que certains d'entre vous le connaissent ou tout le monde le connaît? Et deuxième question, mon entreprise verse une somme d'argent sur mon compte CPF, est-ce un abondement ou une dotation? Voilà, allez, une petite minute pour répondre dans les sondages. Pour les financeurs, on est à 76% de non. Ah oui. Majorité non. Et sur la question 2, donc pour l'argent, pour mon entreprise verse une somme d'argent sur mon compte CPF, on a 74% de réponses pour un abondement. Ok, allez, on continue sur ce. Voilà. Donc, voilà, Philippe va vous expliquer la différence entre dotation et abondement. Philippe, je te laisse la parole. Ok. Alors, le principe de l'abondement ou de la dotation est un principe qui est prévu par la loi de 2018. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour un financeur de pouvoir rajouter de l'argent sur un compte CPF d'un actif dès lors qu'il lui manque des fonds pour pouvoir acheter sa formation. Vous avez ici un petit peu les différents cas qui existent. Qui peut rajouter de l'argent sur son compte, sur le compte sur le compte CPF? D'abord, la personne elle-même. C'est d'ailleurs le principe du ticket modérateur. C'est qu'elle puisse payer ce qui lui manque. Est-ce qu'un titulaire peut acheter une formation sans demander ni à son employeur, ni à France Travail s'il est demandeur d'emploi, ni à une région, une branche, un OPCO? La réponse est oui. Le titulaire, il est jamais obligé de rechercher de l'argent auprès d'un financeur tiers. Il peut acheter sa formation lui-même, il peut payer avec sa carte bleue, et ça depuis l'origine. Après, vous avez différents types de financeurs qui existent et qui peuvent eux aussi rajouter de l'argent. Alors, il y en a des principaux, il y en a des beaucoup plus secondaires. Les principaux et qui nous intéressent ici, c'est l'employeur, France Travail quand c'est des demandeurs d'emploi. Enfin, ça nous intéresse ici. Quand on parle à des employeurs, c'est moins important, mais c'est la forme d'abondement qui est la plus utilisée d'ailleurs. Hein. Et puis vous avez d'autres financeurs tiers, les régions qui travaillent essentiellement sur les demandeurs d'emploi, et les OPCO, les branches qui elles travaillent essentiellement sur les salariés. Donc vous avez en fait différents types de financeurs qui peuvent abonder les comptes des titulaires quand il manque de l'argent. Je pense que sur les diapositives qui suivent, on va aller un petit peu plus loin sur le sujet. Tout à l'heure, on parlait d'EDEF, espace dédié aux employeurs et aux financeurs. EDEF, vous envoyez ici la page d'accueil, en fait, qui se trouve sur la plateforme Mon Compte Formation. En fait, sur la plateforme Mon Compte Formation, vous avez différents portails qui sont des points d'entrée pour chaque typologie d'acteurs qui peuvent intervenir sur la plateforme.
ce qu'on appelle l'espace dédié aux employeurs, EDEF. C'est un espace qui permet aux employeurs, comme vous le voyez apparaître sur cette diapositive, un petit peu sur la partie gauche ou la partie un peu centrale, vous voyez, attribuer, suivre et piloter une dotation. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais je n'ose pas toucher ma souris pour pas faire sauter le truc, mais attribuer, suivre et piloter une dotation, c'est ça en fait que vous permet cet espace. Cet espace, il vous permet en fait d'attribuer, donc de verser de l'argent sur le compte d'un de vos collaborateurs, de suivre ce versement et de le piloter, parce que derrière, vous pouvez avoir des informations utiles sur la consommation qui en est faite. Voilà. C'est ça ce que nous avons mis en place dès 2021 et qui existe maintenant depuis bientôt 3 ans, quoi, complètement. Hein, Et qui est malheureusement très méconnu. On s'en rend compte, nous, en interne, avec les échanges que nous pouvons avoir avec nos responsables formation. Beaucoup d'entre vous, et le sondage le montre, prouvent que cet espace est encore très méconnu de la part des employeurs. Alors, je vais chercher à répondre à Aude sur la partie, vous pouvez répondre à la question sur la validité d'une formation CPF dans le bilan des 6 ans. En fait, ce que disent les textes, c'est que si le CPF est à la demande du salarié, le CPF est un outil du salarié, c'est pas un outil de l'employeur. En revanche, si dans le cadre d'une formation, elle est cofinancée par d'un côté le CPF et de l'autre côté par un complément de rémunération, un complément de financement, pardon, dans le cadre d'une convention entre l'organisme de formation et vous, l'entreprise, à ce moment-là, on est vraiment, dès lors qu'il y a une convention qui vient compléter la prise en charge, on est a priori dans le respect de l'obligation de formation. Philippe, je te relaisse la parole. Je reviendrai sur le sujet si vous voulez. Je profite du fait que Philippe soit avec nous. Je suis passée sur les 4 types de dotations. Vous avez en fait les différents types de dotations qui existent. Alors, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais en fait, pour les entreprises, aujourd'hui, la seule possibilité qui existe, ça évoluera dans le temps, hein, c'est la possibilité de faire une dotation. C'est-à-dire aller sur la plateforme EDEF, se loguer, et puis aller déposer de l'argent sur un ou plusieurs salariés de l'entreprise, en utilisant leur numéro de sécurité sociale et en indiquant, à partir du numéro de sécurité sociale, le montant qui est versé sur le compte du salarié. Ça, c'est une dotation. C'est une dotation. Vous pouvez en faire une à l'unité, vous pouvez en faire 2, 10, 20. Au-delà de 20, on récupère, nous, à la Caisse des dépôts, des fichiers Excel, tout simple, hein, qui permettent pour vous d'éviter, parce que si vous en faites plus de 20, admettons que vous ayez, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de dotations, ça vous oblige à refaire la manipulation 30 ou 40 fois. Donc quand on fait une fois, 2 fois, 3 fois, on peut se permettre de le faire en les prenant une par une, mais quand on a beaucoup de dotations à effectuer, le mieux c'est de nous envoyer un fichier. Donc vous avez 2 possibilités, soit de le faire à l'unité, soit de nous transmettre un fichier. Nous on considère que c'est au-delà de 20 salariés. Et une fois que vous nous avez passé l'information, vous nous versez les fonds et on verse les fonds sur le compte du titulaire. C'est ce qu'on appelle plus classiquement, ce qu'on appelle les dotations volontaires ou les dotations supplémentaires liées à un accord collectif. Les dotations qui sont en bas, qui sont correctives ou liées à un licenciement, c'est ce qu'on appelle plus particulièrement des dotations sanctions, qui en fait elles sanctionnent une réalité, c'est-à-dire une absence d'entretien professionnel tous les 6 ans, ou un processus de licenciement qui a donné lieu à un accord de performance collective, où là, vous avez à chaque fois une entreprise qui verse 3 000 et 3 000 euros supplémentaires sur les comptes des salariés qui ont été soit licenciés, soit qui n'ont pas eu leur entretien d'évaluation. Ce sont des montants qui existent, hein, enfin c'est des montants très importants, 3 000 euros, et c'est aussi, on en reparlera si vous voulez, c'est des montants qui représentent aujourd'hui chez nous des sommes qui ne sont pas complètement négligeables. Hein. Donc il n'y a pas que du volontaire et du supplémentaire, il y a du correctif et du licencié. Hein. Donc, mais la différence avec l'abondement, c'est que l'abondement est lié à un dossier de formation, alors que la dotation ne l'est pas. Quand vous dotez les comptes d'un salarié, vous pouvez pas savoir ce qu'il va faire des fonds, parce que nous on le flèche pas. Vous rajoutez de l'argent sur le compte CPF d'un salarié. Mais à la base, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut vous dire qu'il va en faire une formation à M2I et puis aller acheter son permis moto aujourd'hui.
Donc, il peut en quelque sorte demander quelque chose pour une formation et puis faire autre chose avec sa dotation. D'où cette importance qu'il y a entre la dotation et l'abondement. L'abondement est relié systématiquement à un dossier de formation. Et si la personne ne fait pas son dossier de formation, enfin sa formation, l'abondement n'est pas servi. C'est la raison pour laquelle les entreprises nous demandent aujourd'hui, et depuis plusieurs années d'ailleurs, de mettre en place plutôt un processus d'abondement. Ce que l'on va faire. On va le faire, nous on a prévu de le faire à la fin de cette année, parce que ça sera beaucoup plus sécure pour les entreprises. Elles pourront suivre de manière plus fine l'utilisation des fonds qui sont versés à leurs collaborateurs par le processus de l'abondement. C'est déjà le cas pour les régions, pour les OPCO, pour les branches. C'est déjà le cas pour les demandeurs d'emploi aussi avec France Travail. Ça n'est pas le cas pour les entreprises. Et c'est ça qui est aujourd'hui un petit peu gênant pour les entreprises, c'est que cette dotation, quelque part, elle n'est pas fléchée vers une formation. Et si le titulaire ne se sert pas de l'argent, vous pouvez pas le récupérer. Donc, du coup, ça crée en fait. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui n'utilisent peut-être pas encore beaucoup les processus que nous avons mis en place à cause de cette absence. On va combler, mais on a tellement de développement à faire sur la plateforme que ça prend du temps, ça prend plus de temps qu'on ne le voudrait. Il faut faire énormément de développement pour permettre de passer d'une dotation à un abondement. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais sinon je répondrai aux questions. Alors, je t'en partage quelques-unes si tu veux bien, Philippe. Alors, tu as donné une réponse à Caroline. Peut-on récupérer une dotation si la formation prévue au départ n'a pas pu être financée avec? Non, on peut pas récupérer. Non, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'on va mettre en place quand même, parce que en fait, imaginez que vous mettez une dotation sur le compte d'un salarié. Imaginons que ce soit une somme non négligeable, 2000 euros par exemple. 2000 euros, c'est de l'argent quand même. Et qu'il n'en fasse rien finalement. Il vous dit qu'il va faire une formation, finalement il ne la fait pas. Bon, les 2000 euros, il les a jusqu'à ce qu'il puisse plus utiliser son CPF. Et en fait, vous savez que le CPF, vous l'avez depuis l'âge de 16 ans jusqu'au départ à la retraite. Donc c'est ça la période d'utilisation du compte personnel de formation. Imaginez qu'un jour la personne parte à la retraite, les 2000 euros, qu'est-ce qu'on en fait? Les 2000 euros, ils sont sur le compte. Les droits CPF, c'est autre chose. Les droits, c'est pas de l'argent. C'est de l'argent en devenir. C'est de l'argent si on s'en sert. Donc les droits, ils tombent. Mais l'argent que vous avez versé, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, même nous, par exemple, on a un peu de mal juridiquement à savoir à qui appartient cet argent. Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est au fond? Est-ce que c'est à France Compétences? Où est-ce que ça va, quoi? Où est-ce que va cet argent? Donc, je pense que là, il va falloir aussi qu'on traite le sujet. On l'a pas traité encore. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir restituer des fonds aux entreprises. Alors, autre question de Céline, si tu veux bien. Mon compte est au plafond de 5000 euros. Est-ce que mon droit correctif alimentera mon compte? Est-ce qu'elle aura 5 plus 3? Oui. Alors, pardon, je regarde. Comment l'abondement correctif est-il déclenché si pas d'EP? Si pas d'EP. D'entretien professionnel? Ouais. En fait, c'est l'entreprise qui nous déclare qu'elle n'a pas fait d'entretien professionnel et qui verse les fonds. Ok. C'est déclaratif. Le retraité peut-il utiliser la somme pendant sa retraite? J'ai pas compris, pardon, excuse-moi. Le retraité peut-il utiliser la somme pendant sa retraite? Non. Non. En fait, il faut qu'il l'utilise avant. Et même si la formation est faite après, mais ça va être comme le ticket modérateur. Ouais. Il faut acheter avant que ça soit fini. Ok. Question d'Anne. Dans le cadre d'un abondement de l'employeur, nous ne pouvons régler que sur facture déposée sur Chorus. Comment faire? Oula, tu peux répéter doucement la question? C'est la question que je me pose. Dans le cadre d'un abondement de l'employeur, nous ne pouvons régler que sur facture déposée sur Chorus. Alors, sur Chorus. Comment faire? Anne, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye pour verser la somme. Comment faire pour verser la somme, Diane? Comment faire pour verser la somme sur le compte CPF d'un titulaire? Sur Chorus. Anne fait référence à Chorus. Alors Chorus, pardon, mais en fait,
Je Il connais n'y a pas. pas il y a pas de connexion particulière entre Chorus et Et la Chorus, c'est Casa. quoi? C'est un C'est une projet. plateforme de formation. C'est la plateforme sur laquelle on dépose les formations pour les demandeurs d'emploi. Ah, pour les demandeurs d'emploi, c'est un peu Ah non, particulier. Chorus, portail pour recevoir les factures pour les entreprises publiques. Je saurais pas répondre. Ok. Pardon. Désolée Stéphanie, on essaye d'avancer. Anne dit qu'elle n'a pas de carte bleue. Voilà, pour faire le virement bancaire, le service comptable exige une facture. Non, c'est pour les factures. Pourquoi une carte bleue pour les factures? J'ai pas compris cette. En fait, je partagerai les questions après si tu veux bien. C'est un portail pour les collectivités publiques. Alors, est-ce qu'il y a certainement un mode de fonctionnement différent sur les collectivités publiques? D'accord. En fait, là, vous voyez le système de saisie pour les dotations. Et là, vous voyez, enfin, pardon, je fais référence. J'ai toujours cette question en tête, donc je vais essayer de voir si je peux y répondre autrement. Mais en fait, pour pouvoir doter le compte d'un titulaire, il vous faut trois choses: son numéro de sécurité sociale, son nom, et puis le montant que vous voulez lui attribuer. Avec ces trois choses, vous remplissez les trois cartouches qui sont indiquées là-dessus avec les flèches. Et puis en dessous, vous voyez alors il est pas entouré sur la plateforme, vous voyez un petit carré orange, je sais pas, tout en bas, j'ose pas toucher ma souris, mais le petit carré orange, et vous validez. Et après, c'est fait. Mais pour payer, attention, c'est peut-être là que cette notion de carte bleue, ouais, elle a perturbé, mais nous, c'est un virement qu'on attend, hein, c'est pas une carte bleue, hein. La carte bleue, c'est pour le ticket modérateur. La carte bleue, c'est pour le titulaire, pas pour l'entreprise, hein. L'entreprise, elle paye par virement. Nous, on reçoit des virements des entreprises, hein, pas des cartes bancaires. Okay. Je sais pas si je suis clair, hein, mais c'est ça le titulaire. Oui, quand il complète les droits qu'il n'a pas suffisants pour pouvoir acheter sa formation, oui, il complète avec une carte bleue. Le titulaire, pas l'entreprise. L'entreprise, c'est de l'argent qui nous arrive par virement. Pardon. Alors, j'ai des dizaines de questions, Philippe. Oh. Donc, on y va, on va essayer de voir. Donc, je suis pas très clair, alors. Alors, pour une grande entreprise, peut-on envisager de gérer en volume les tickets modérateurs et non pas dossier par dossier? Pardon, tu peux répéter ça? Pour une grande entreprise, peut-on envisager de gérer en volume les tickets modérateurs et non pas dossier par dossier? Alors là, est-ce qu'il peut y avoir de la gestion de masse? De masse? Ouais. Bah ouais, sauf que dans la réalité, les personnes, elles vont sortir des justificatifs un par un. Donc ouais, je comprends. Bon, bah, je prends la question, mais là pour le coup, je suis pas sûr d'avoir la réponse parce qu'en plus, comme il est pas en place, je sais pas trop comment on va pouvoir faire. Mais pour les grandes entreprises, il va peut-être falloir qu'on mette en place quelque chose. Si on cumule les droits de 5 000 € et les droits collectifs de 3 000, peut-on mobiliser les 8 000 € pour une formation ou est-on bloqué à 5 000? Ah non. La formation, vous pouvez acheter une formation à 15 000, hein, si vous voulez. 15 000 €. Simplement, moi, je veux tout l'argent avant de permettre à la personne de rentrer en formation. Sur des abondements, par exemple, avec des OPCO, alors pas des OPCO, mais des régions. La région Pays de la Loire abonde le CPF des demandeurs d'emploi pour des formations de niveau master, hein, pour des diplômes d'ingénieur. Moi, j'ai des diplômes d'ingénieur qui sont abondés par la région Pays de la Loire, dont le prix est de 23 000 €. 23 000 €. Donc la personne, elle n'aura jamais cette somme sur son CPF, même en y ajoutant 3 000 ou même en y ajoutant tout, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle aura jamais cette somme-là. Donc en fait, il y a que les abondements qui peuvent permettre d'acheter ou la carte bleue de la personne, Mais elles peuvent acheter tout ce qu'elles veulent, hein. Le montant est illimité. Okay. J'espère que je suis clair, hein, dans mes réponses. On avance. Voilà, donc là, c'est ta présentation sur les dotations et les démarches simplifiées pour 20 collaborateurs. En fait, c'est pareil, quand vous avez plus de 20 collaborateurs, bah, vous nous déposez un fichier sur la plateforme EDEF. Ça, c'est des copies d'écran de la plateforme, de l'espace dédié aux financeurs et aux entreprises. Et là, vous voyez apparaître les 4 formes de dotation. Vous voyez, dotation volontaire, droit supplémentaire. Je sais pas si vous les voyez clairement, hein, c'est des petits carrés là. Puis il y a un petit index avec une couleur rouge là, enfin un fond des trucs. V pour volontaire, S pour supplémentaire, L pour les licenciements et C pour correctif, pour pas se tromper.
Hein, donc vous allez, quand vous voulez verser de l'argent sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, 150 personnes, vous n'allez pas faire 150 fois la manœuvre unitaire. Donc en fait, vous allez sur sur EDF, vous vous identifiez, vous rentrez et puis vous allez sur ce carré, vous cliquez dessus et puis vous rentrez, vous nous joignez un fichier global des 150 collaborateurs de l'entreprise pour lesquels vous voulez verser, je dis n'importe quoi, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros supplémentaires de dotation sur leur compte. Voyez. Puis après, vous déposez le fichier et nous, on le traite. Et puis vous nous envoyez l'argent et nous, on le verse. Voilà. C'est facile. Ok, je continue. C'est facile, d'autant plus que nous, on fait pas la banque. Hein, donc, on a une banque, mais on fait pas la banque du CPF, en l'occurrence. Bon, là, vous avez le processus qui est assez classique, hein, qui consiste pour un titulaire. Alors vous avez les trois acteurs, hein, c'est-à-dire titulaire en haut, au milieu l'employeur, puis tout en bas la caisse des dépôts. Donc en haut le titulaire, mais qu'est-ce qu'il fait le titulaire? Il cherche une formation qui l'intéresse et puis il s'aperçoit qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour se la payer. Donc il va voir son employeur, il essaye de le convaincre. Du coup, s'il arrive à convaincre son employeur de l'utilité pour l'employeur de faire cette formation, l'employeur est d'accord et il paye cette formation en allant sur la plateforme EDF et en versant les fonds directement à la caisse des dépôts, qui traite la demande, qui inscrit les droits. Le titulaire est informé que les droits nouveaux lui ont été attribués. L'employeur aussi est informé que le paiement a été obtenu et que les fonds ont été versés attribués sur le compte des différents salariés pour lesquels la demande était faite. Et puis après, la personne, le titulaire, achète sa formation avec ses droits plus la dotation qui lui a été attribuée par son employeur. Il part en formation et l'affaire est faite. C'est assez, le processus qu'on a mis en place, on l'a voulu le plus simple possible et totalement digital. Voilà, c'est un peu ce qui est indiqué ici. Je te partage quelques questions. Philippe, Caroline, j'avais entendu que l'entreprise pouvait payer une formation et demander un remboursement a posteriori. Oui, est-ce vrai? On va le voir après. On en parle après. Quelles recommandations pouvez-vous nous faire pour sécuriser l'utilisation d'une dotation? Vous parliez d'un conventionnement tripartite salarié-entreprise OF, mais comment se gèrent les aspects financiers? Ah, on a perdu Philippe, qui devrait revenir. Donc ça, on va pouvoir apporter la réponse. Et même chose pour la fiscalité dédiée. Alors, quelles recommandations pouvez-vous nous faire pour sécuriser l'utilisation d'une dotation? Vous parliez d'un conventionnement tripartite. Alors, c'était moi qui évoquais ça à un moment de ton absence, entre salariés, entreprises, organismes de formation. Comment est-ce qu'on peut être sûr que l'entreprise qui dote va voir les sous dédiés à un projet utilisés sur ce projet? Vous pouvez pas. En fait, ce que vous pouvez. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la confiance qui joue. En fait, vous avez en face, je sais que c'est peut-être un peu une réponse idiote, mais c'est la confiance. Vous avez confiance dans votre collaborateur ou pas. Le gars, il vient vous voir avec un vrai projet qui vous paraît à la fois intelligent et fiable. Enfin, fiable, je parle du projet, hein, je parle pas de la personne. Bon, vous trouvez que ça a du sens, vous voyez qu'il est motivé, et, voilà, vous y allez. Il y a quand même relativement peu de chances qui vous balade. Alors, ce qui peut vous balader, ce qui peut arriver, c'est les accidents de la vie. Hein. Une personne ça arrive, hein. Une personne qui tombe malade ou qui a un accident, un truc comme ça, et du coup, la formation qu'il avait vraiment envie de faire, finalement, il la fait pas. Et la dotation, elle est sur le compte. C'est là qu'il faut qu'on mette en place un système de restitution des fonds. J'y reviens pas, mais c'est ça un peu à terme, c'est ce qu'il faudra qu'on fasse de toute façon. Alors, je me permets d'intervenir sur des retours d'expérience là chez M2I Formation, par un double facturation pour un projet de formation, donc qui est validé par l'entreprise, hein, dans du CPF sur temps de travail, où en fait il y a d'un côté une facturation CPF et de l'autre côté un reste à charge, mais qui est facturé directement à l'entreprise en parallèle. Donc là, j'ai rien entendu parce que ça, c'est pas légal, Madame Virginie. On n'a pas le droit de faire ça, d'accord. Ah non, en fait, une formation,
le principe d'utilisation du CPF, c'est que tout doit passer par la plateforme. Okay. Mais je sais que ça se pratique, c'est ce qu'on appelle chez nous la double facturation. Il y a une partie qui passe par le parcours d'achat de la plateforme et une autre partie qui passe hors du parcours. C'est vrai que cette solution-là, quelque part, c'est celle qui sécurise le plus. Ouais. Mais moi, je peux pas la valider. Enfin, je peux pas la préconiser. Voilà, mais c'est celle qui sécurise effectivement l'employeur. Je me bouche les oreilles. Ouais, très bien. Quelle est la fiscalité liée aux dotations volontaires? Oh là, ça y est, les questions fiscales auxquelles que j'ai pas révisé avant. Je me rappelle plus. Il faut que j'ai tout un truc là-dessus, mais ça fait longtemps que j'ai pas remis mon nez là-dedans. Comment je peux faire pour passer les informations? Je peux passer par ton intermédiaire? Oui, bien sûr. De toute façon, je vais rassembler toutes ces questions et apporter les réponses. Parce j'ai les réponses sur la partie enfin, dans tout ce qui est lié aux cotisations, tout ce qui est fiscal qui est associé. Mais j'avoue que j'ai pas révisé ça depuis longtemps. Faut que je préfère pas dire de bêtises. Pardon. Okay. Mais j'ai quelque chose. Ça a été documenté. Vous l'avez d'ailleurs sur le site, si je me trompe pas. Il y a pas mal de choses. Hein, je le signale sur le portail public de mon compte formation. Faut pas hésiter à y aller. Il y a des guides. Enfin, j'en profite. Hein, je fais la pub. T'as fait ta pub au départ. Moi, je fais la mienne au milieu. Il y a pas mal de guides qui existent, de trucs qui sont plutôt pas mal fait. Hein. Alors, Philippe parlait de PIEF et de PIOF, qui est un portail d'information auquel vous avez accès à partir de EDF. Pourriez-vous mettre tous les guides dont Philippe nous parle? Oui, bien sûr. On va vous envoyer toutes ces informations. Pour la veille RH. Ouais. On va vous mettre absolument toutes ces informations parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quel est le délai de traitement des dotations en masse via EDF? Alors, c'est Hélène qui dit car nous avons déposé le fichier et toujours rien après 3 mois. Pardon, Philippe. Ah bah là, c'est embêtant. Mais vous avez fait, il y a eu le virement des fonds? Ah ben, Hélène faudra nous dire si les fonds ont été virés. Voilà. Mais s'il y a eu le virement des fonds, s'il y a eu le fichier qui a été transmis, plus la notification de réception, là, ça m'intéresse. Hein. Là, il faut qu'on se mette en contact avec ensemble, parce que là, ça va pas. S'il y a pas eu virement, enfin, si les fonds sont pas partis, nous, on peut rien mettre sur les comptes. Virement fait. Hélène répond que le virement a été fait. Là, là, on va traiter ça hors webinaire. Hors séquence là, et si tu peux donner mes coordonnées, s'il te plaît, à cette personne, pour faut que je vois, il y a un problème là, ça va pas du tout. Hélène, vous aurez une adresse mail à laquelle écrire, Hélène, en fin de présentation. N'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées pour que je puisse les partager à Philippe et à la Caisse des dépôts. Non, là, ça va pas du tout. C'est pas 3 mois, hein, c'est pas immédiat, mais dès qu'on a les fonds, nous, certaines dotations, elles sont mises en place au bout de 3-4 jours, hein. Ok. Alors, donc, on va peut-être continuer parce que voilà, il y a il y a beaucoup de demandes, donc je préfère à ce moment-là peut-être qu'on les rassemble et puis on fera une série de réponses à toutes vos questions qu'on vous partagera. Qui sont les partenaires qui abondent? Là, je fais référence à l'article du Code du travail qui est celui qui traite des abondements au CPF. Et là, vous voyez apparaître avec des points de suspension d'ailleurs, tous ceux qui peuvent remettre de l'argent. Le titulaire lui-même, on l'a déjà dit. L'entreprise par dotation, les OPCO, les branches par abondement, l'État, les régions, France Travail, les FAF. Bon, ceux qui sont en gras, c'est-à-dire jusqu'au FAF, c'est ceux qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qui l'ont déjà fait, et ceux qui sont pas en gras, donc AGFIP, consulaire, etc., collectivités autres que régions, ceux-là ils ont pas encore conventionné avec nous, donc ceux-là ils peuvent pas abonder. Enfin, ils peuvent pas abonder. Ils ont pas mis en place les outils pour abonder, mais tous les autres l'ont fait. J'avance. Donc le principe, alors vous avez vu sur la diapositive précédente qu'il y avait en fait 2 formes d'abondement qui existent, soit l'abondement sur instruction, soit l'abondement automatisé. L'abondement sur instruction, comme son nom l'indique, il y a une instruction.
Et le seul organisme avec lequel on travaille qui fait de l'abondement sur instruction, c'est France Travail, ex-Pôle emploi. Ça veut dire qu'en fait, un demandeur d'emploi, quand il rentre sur la plateforme, il va acheter une formation. On lui propose dans la foulée de son achat, s'il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter la formation qu'il souhaite, de demander à Pôle emploi, à France Travail, un abondement complémentaire. Et France Travail a 10 jours pour répondre. Voilà. C'est le processus d'abondement sur instruction. Mais c'est le seul avec qui on a prévu de faire ça. Tous les autres, et je pense que pour les entreprises, ça sera pareil, on va mettre en place un processus d'abondement automatisé. C'est-à-dire un processus d'abondement où en fait, ce que nous dit le financeur, c'est ce qu'il veut faire. Il nous donne des règles à l'avance, ce qu'on appelle en amont, hein. Il nous dit, voilà, je veux abonder telle population sur tel type de formation, pour tel montant. Nous, on intègre ça dans nos algorithmes. Et automatiquement, lorsque la personne correspond à tous les critères définis par le financeur, il voit apparaître l'abondement sur son ordinateur ou sur son smartphone. Là, vous avez un smartphone, enfin une copie d'un smartphone, peu importe, avec, alors tout en haut, vous avez la formation. Alors, on ne voit pas très très bien, d'autant que je crois que je sais pas si c'est bien clairement édité, mais enfin, ce que vous voyez un petit peu plus bas, vous voyez apparaître le prix de la formation, 4 000 €. Vous voyez apparaître les droits du titulaire, les droits CPF, 1 250 €. Et par différence, vous voyez le reste à payer. Bon, il peut les payer avec sa carte bleue, mais en l'occurrence, sur cette diapositive, vous voyez apparaître 2 financeurs complémentaires qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Ocapiat, qui est un OPCO, et une entreprise, Veolia, qui a conventionné avec nous. Et en fait, une fois que les financeurs complémentaires sont passés, au lieu qu'il reste 2 750 € à payer pour le titulaire, il lui reste plus que 900 € à payer. Vous voyez, tout en bas. Et peut-être même que dans le cadre, alors c'est un exemple encore une fois ici, hein, les montants sont imaginés, mais ça pourrait être différent. Il pourrait très bien ne plus rien y avoir en bas, hein, un reste à payer à 0. Hein, donc ça c'est vraiment ça c'est le classique des classiques. Là on voit plutôt la fin du processus, hein, parce qu'il y a tout le processus en amont de définition des règles, et puis tout le processus d'achat de la formation par le titulaire. Mais là à la fin, vous voyez, il a juste à appuyer sur les petits boutons verts qui apparaissent tout en bas de son smartphone. Ils sont grisés. En fait, il suffit de les pousser vers la droite pour qu'ils apparaissent en vert. Et dès qu'il les pousse vers la droite, le titulaire, il bénéficie de l'abondement. Et du coup, le reste à charge diminue considérablement. Vous voyez, une formation de 4 000 €, finalement, il lui reste à payer tout en bas, pour l'exemple qui nous occupe, à hauteur de 900. Vous voyez, et on peut imaginer plusieurs cofinanceurs successifs. Ça permet de faire une forme d'ingénierie financière. C'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça l'idée. Le CPF permet ça aujourd'hui. Est-ce que tu es OK pour quelques questions supplémentaires? Avec plaisir. Peut-on faire une demande de remboursement formation pour une dotation auprès de notre OPCO et sous quelles conditions? Alors, demande de remboursement formation auprès de l'OPCO. Philippe? Encore perdu Philippe, mais je vais il est revenu. Tu es là, Philippe? Oui, voilà. Ouais, c'est pas que je voulais pas répondre à la question, hein, c'est vraiment. Par contre, si tu peux la reformuler. Peut-on faire une demande de remboursement formation pour une dotation auprès de notre OPCO? L'entreprise dote sur la plateforme CPF. Est-ce qu'elle peut aller demander à l'OPCO? Après avec l'OPCO, Ouais. parce que je vois pas. J'essaye de réfléchir pour voir la situation. C'est peut-être en fait pour récupérer la ressource. C'est-à-dire, en fait, l'entreprise a versé une dotation, 1 000 € sur le compte d'un titulaire, et elle se retourne vers l'OPCO, récupérer la ressource auprès de l'OPCO. Moi, je pense que c'est possible, mais je pense que ça, là, il faut voir avec l'OPCO lui-même. Hein. Pour le coup, là, je saurais pas répondre. Ok. Je saurais pas répondre. On ira chercher les réponses. Parce que c'est ça la question. C'est est-ce que je peux me faire rembourser d'une dotation auprès de l'OPCO? Oui, comme si c'était de la formation.
Oui, voilà, tout à fait. Je pense que oui. Après, il y a peut-être une justification. Après, il faut peut-être que le titulaire qui a bénéficié de l'information, s'il l'a faite, puisse justifier que l'information a été faite, transmettre l'information à l'entreprise pour qu'elle-même se retourne vers son OPCO. Je pense que c'est ça la réponse. Oui. Mais il faut peut-être voir avec mais la question, c'est est-ce que ça, c'est autorisé? Moi, je pense que oui, mais il faut voir avec. Je pense que le mieux, c'est de voir avec l'OPCO. D'accord. Daniel, on ira potentiellement chercher des réponses auprès de 2-3 OPCO avec lesquels on a des relations très proches, et on vous les partagera. Hélène, à quelle date sera mis en place l'abondement automatisé pour les employeurs? Le plus tôt possible pour nous. Je pense que ça sera plutôt fin d'année, début d'année prochaine, mais pas avant la fin de l'année. Aude, toujours, les abondements de branches / conventionnels sont donc versés, pilotés par les OPCO. C'est une question. Les abondements de branches. Ouais, alors nous, on a des branches qui travaillent avec nous. En fait, ce qu'il faudrait qu'on vous passe, mais ça, c'est vrai que c'est de l'information qui circule mal sur la plateforme, c'est qu'on vous passe la liste. Mais je crois qu'elle y est d'ailleurs ici, un peu plus loin, non? Tu me l'avais pas demandé? La liste des accords de branche, oui, on va la voir plus tard. Voilà, mais c'est bien piloté par l'OPCO qui représente la branche. Ça dépend. Hein. Moi, j'ai des branches en direct. Hein. D'accord. J'ai des branches en direct. Hein. J'ai des abondements branches et des abondements OPCO. Ok. Mais c'est eux qui pilotent. Peut-être pousse un peu ton. J'avance. Je sais pas hein, si tu veux. Je pense si c'est pas après. Voilà, la liste des abondements. Là, voilà. Alors là, vous avez la liste des abondeurs du secteur public, donc des conseils régionaux, hein, avec les projets tout en bas qui sont en discussion sur différents types d'acteurs. La GFIP, ça fait longtemps qu'on essaie de travailler avec la GFIP. On n'y arrive pas trop pour le moment. Il y a Hauts-de-France qui va nous rajouter des fonds sur des formations du supérieur. Il y a Nouvelle-Aquitaine qui devrait revenir en 2024, qui avait signé en 2023, qui va revenir en 2024. Donc là, vous avez les différents types d'abondeurs publics. Si on poursuit, tu passes sur les diapositives d'après, vous avez 2 pages avec toute la liste, des FAF et t'es trop vite, des FAF et des branches et des OPCO. Voilà. Ça me permet de répondre à Aude que sur la convention Syntec qui abonde de 4 000 €, oui, ça concerne les bureaux d'études exclusivement. Oui. Le Syntec, par le biais d'Atlas. Et ça nous permet de répondre à une question sur l'abondement entreprise au titre des accords collectifs qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Ouais, mais je crois qu'il y a une diapo un peu plus loin qui est plus détaillée, non? Je crois, non? Je me trompe pas. Je continue. Alors là, vous avez les montants en haut, c'est toujours marqué Pôle emploi parce que c'était en 2023, donc ça s'appelait encore Pôle emploi par France Travail. Vous avez le nombre de dossiers de formation et les montants qui sont financés. Pour les employeurs, vous avez le nombre d'employeurs qui ont doté, le montant des dotations et le montant des bénéficiaires potentiels. Je dis bénéficiaires potentiels parce que on ne sait pas ceux qui utilisent et ceux qui utilisent pas. Et puis tout en bas, vous avez les régions, les branches, les OPCO, les FAF, voilà. Vous voyez, les montants sont assez différents. Hein. France Travail, ça représente quand même des montants qui sont pas négligeables. On est sur une population de demandeurs d'emploi, qui est malheureusement importante en France, mais qui quand même est assez bien servie avec les pôles emploi et les régions tout en bas. Et en plus, ça concerne que ce qui passe par le CPF. Hein. Il y a aussi des tas d'achats collectifs qui sont faits par les régions et Pôle emploi et France Travail et qui bénéficient aussi aux demandeurs d'emploi. Hein. Donc là, il y a ça aussi qui ne figure pas sur la diapositive. Les employeurs, les montants sont pas négligeables, mais il y a quand même peu d'employeurs par rapport à la masse des employeurs qui existent, qui sont en millions. Quand même pas tellement, quoi. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui nous interpelle, mais on comprend la raison. Hein. On a déjà un petit peu évoqué. Tout en bas, vous avez les différents types d'abondeurs automatisés. Voilà. J'avance. Le voilà. Après, remboursement sur accord collectif. Voilà, ça c'est les remboursements sur accord collectif. Alors là, c'est ce qu'on voulait pas nous à la Caisse des dépôts, mais que la loi nous oblige à mettre en place, parce que c'est la loi. Là, vous avez l'extrait de la loi de 2018. On peut passer. Et là, vous avez le processus diapositive suivante. Voilà. Donc là, c'est assez rapide, hein, mais
Pour qui c'est fait? C'est fait pour les employeurs, puisque c'est eux qui demandent à quoi ça sert. Ça sert à cofinancer un projet de formation. Et comment ça se passe? On fonctionne de la façon suivante: transmission de l'accord collectif. Il nous faut l'accord collectif. On vérifie l'accord collectif, sa présence, son existence. Une fois que c'est vérifié, on conventionne avec l'entreprise. Et puis ensuite, dès lors qu'on reçoit, que la formation est payée par l'entreprise, elle nous transmet une demande de remboursement. Nous, on décrémente les droits du titulaire et on rembourse l'entreprise. Voilà. C'est un processus alors je disais qu'on n'aime pas. Pourquoi on l'aime pas? Parce qu'il est hors plateforme. Il n'est pas automatisé, il n'est pas digital. Nous, on veut le plus possible travailler de manière digitale. Là, on travaille pas de manière digitale. Il y a de l'échange de papier, il y a des demandes de remboursement. Donc ça fait qu'il faut qu'on ait du monde derrière, quoi. Mais on peut pas faire autrement puisque la loi l'oblige. Enfin, la loi le prévoit plutôt qu'elle l'oblige. Il y a peu d'entreprises, je crois, aujourd'hui, qui ont signé ces conventions. J'ai plus le nombre exact. Je suis désolé, j'ai plus le nombre exact. Oui, dans nos échanges, il y en avait, il me semble, moins d'une dizaine, en fait. Pour le moment. Dont certaines avec qui nous avons la chance de travailler. Je vais prendre 2 minutes la parole pour expliquer quelle est la position de M2I, en fait, sur cette notion de CPF et pourquoi on considère que c'est un outil RH, notamment le CPF où vos employeurs responsables de formation intervenez. C'est un outil RH parce que ça permet de renforcer l'engagement et la motivation. Vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs, vous bâtissez des projets avec eux, et on pense que c'est vraiment un outil de motivation et d'engagement fort, voilà, et ça les incite à se développer professionnellement. Ça permet de se conformer partiellement aux obligations légales dans cette notion d'entretien. Si vous avez ce projet de CPF co-construit, d'abondement, de dotation, vous pouvez donc réfléchir ensemble et c'est l'objet pour vous d'échanges qui sont structurants et qui vont permettre à vous de suivre l'évolution des compétences de chacun de vos collaborateurs. En quoi est-ce un levier de compétitivité? Ça permet de favoriser le développement des compétences et d'aller au-delà des plans conventionnels. Et puis, ça permet de contribuer à améliorer la gestion des talents. Et surtout, à cette heure où on sait qu'il y a beaucoup de métiers en tension, ça peut certainement améliorer la rétention des talents et donc favoriser la croissance et en tout cas la stabilité de l'entreprise. Donc, pour nous, chez M2I Formation, le CPF est on considère que c'est un véritable enjeu RH pour vous, pour nous qui vous accompagnons. Et c'est vrai qu'on a toujours ce discours de dire pensez-y parce que c'est un regard différent que vous apportez à vos collaborateurs et vous leur faites montre d'intérêt et on pense que tout ça est très favorable et très positif pour l'entreprise et le collaborateur. Voilà, c'était le petit mot de conclusion sur tous ces outils que nous souhaitions partager. Et maintenant, je vais repasser la parole à Philippe qui va vous parler des perspectives sur mon compte formation et de ce qui va arriver très bientôt. Philippe, je te repasse la parole sur le passeport de compétences. Alors en fait, je vais aller vite, mais c'est des évolutions qui sont peut-être intéressantes pour vous, donc c'est pour ça que j'ai mis quelques diapositives sur le sujet. Le passeport de compétences, ça sera une partie de la plateforme Mon Compte Formation. Sur la plateforme Mon Compte Formation, on retrouve plein de choses et on va trouver les passeports de compétences. Ils existent déjà, mais ils sont pas encore extrêmement alimentés. Un passeport de compétences, c'est quoi? C'est un passeport qui va être accessible tout au long de la vie, dès l'âge de 15 ans, et qui va permettre de recenser qui va permettre de recenser 3 choses. Tous les diplômes, les titres, les certifications obtenues tout au long de sa vie, depuis le brevet des collèges, baccalauréat, etc. Puis tous les diplômes que la personne, et les titres que la personne aura acquis tout au long de sa vie. Ce qui va permettre d'ailleurs, comme on le voit sur la diapositive, de sortir un curriculum vitae à valeur probante, parce que nous, on va certifier les diplômes et les titres que la personne aura mentionné que la personne détiendra sur son passeport. Ensuite, il y aura toutes les expériences professionnelles auprès de toutes les entreprises et toutes les compétences associé à la fois au titre et au diplôme et aux expériences professionnelles. À terme, ça sera un outil extrêmement complet qui va donc permettre à une personne d'avoir sur un seul document
qui sera authentifié pour une partie qui va permettre d'avoir à la fois tout ce qui peut l'intéresser et intéresser son employé ou ses employeurs consécutifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on a ouvert l'année dernière, mais on n'a pas fait de publicité là-dessus. On va ouvrir de manière plus opérationnelle le 28 avril prochain, donc dans quelques semaines. Bon, on va l'ouvrir sans faire trop de publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vraiment être, ce qu'on va détenir comme information sur les titres, les expériences et ce genre de choses, on va l'avoir sur une période encore relativement modeste. Parce on va remonter en arrière jusqu'en 2017. C'est pas beaucoup 2017. C'est 6-7 ans. Bon, ça va intéresser les jeunes, ceux qui viennent de sortir, qui viennent de rentrer sur le marché du travail, et ça va pas intéresser encore les plus anciens. Et petit à petit, et par briques successives, ça permettra de remonter dans le temps. On va remonter le plus loin possible pour que le plus possible de nos concitoyens puissent avoir sur leur passeport de compétences le maximum de choses. Bon, voilà l'idée du passeport de compétences. Ça me paraissait important de vous le montrer, de vous l'expliquer. Si on poursuit, je crois qu'il y a une petite... Voilà, sur la page de l'accès au passeport de compétences. Pardon. Là, il y a la page d'accueil qui permet d'accéder au passeport. Au pluriel, je vais vous l'expliquer après. Et puis là, vous avez une petite vidéo qu'on passera pas, mais que vous pourrez utiliser puisque vous aurez l'accès à la vidéo est très intéressante. Elle est pas très longue, je crois qu'elle fait 2 minutes 30 et elle permet de compléter un peu ce que j'ai dit. Puis il y a un deuxième passeport qui va intéresser plutôt les entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. C'est ce qu'on appelle le passeport de prévention qui permet à une personne de recenser sur ce passeport tous les titres et certifications dont il a besoin pour pouvoir travailler dans ces secteurs-là. Et ce sont des formations, titres et certifications qui sont obligatoires pour travailler dans ce secteur-là. Ça, c'est important de les avoir. Aujourd'hui, les entreprises ne les ont pas forcément. Et ce passeport de prévention permettra de manière sûre et certaine de bien vérifier que les personnes qui disent avoir tel ou tel titre ou telle certification au titre dans le domaine de la sécurité et de la santé, de bien les avoir, parce que c'est pas lui qui va dire qu'il les a, c'est le passeport qui va attester formellement qu'il les a. Donc nous, on aura l'information de la part des organismes de formation. Le premier passeport va intéresser les titulaires, passeport de compétences, mais aussi des entreprises. Celui-là va essentiellement intéresser les entreprises. Alors, il y a une question sur le passeport de compétences qui demande quand est-ce qu'il sera complet. Alors, écoutez, on va faire le plus vite possible. Quand est-ce qu'il sera complet? C'est à quand est-ce qu'on va remonter jusqu'à l'origine. Alors là, ça nous emmène très loin. Oui. Ça va nous sembler. Je pense qu'il va devenir vraiment intéressant quand on aura rentré toutes les années 2000. Ça, c'est 2027. 2027, pas mieux. Le passeport de prévention, y aura-t-il un effet rétroactif des certifications obtenues? Alors oui. Par contre, je me rappelle plus jusqu'où ça remonte. Je note la question et puis je te. Ouais. Donc on est bien d'accord. Isabelle demande si sur ce passeport de prévention, on passe bien de SST, d'habilitation électrique, de référent sécurité. Oui. Ok. Absolument. D'accord. Oui. Pour moi, ça remonte en arrière. Alors par contre, je sais pas jusqu'à quand. Je le note. Alors, Thomas qui demande si les mises à jour seront faites par les organismes de formation en cas de formation externe. Ah mais nous, les informations, que ce soit sur les deux passeports, elles ne viennent des organismes de formation. Des organismes de formation. Okay. Alors par contre, sur le passeport de compétences, une personne, un titulaire, pourra dire qu'il a une compétence. Nous, on va déduire de ses expériences professionnelles et de ses titres et diplômes un certain nombre de compétences, pardon. Par contre, lui pourra en rajouter d'autres. Mais il y aura certaines compétences qui seront en quelque sorte déduites des informations sûres et certaines dont nous disposons, d'autres qui pourra rajouter, mais qui n'auront pas de valeur probante. Sur le passeport de prévention, par contre, non, il y aura que des choses sûres et certaines
pour que les employeurs puissent les retrouver de manière unitaire ou groupée. Il y a Angélique qui dit: «Je ne suis pas une entreprise du domaine de la santé ou de la sécurité. Pour autant, certains collaborateurs ont des CACES, des habilitations électriques, etc. Serons-nous concernés?» Toutes les entreprises seront concernées, mais c'est vrai que là, on est plutôt dans le domaine de la SST. Donc, moi, je pense que le passeport de compétences pourra peut-être répondre à la question. Ok, plus que le passeport de prévention. Alors, comment le passeport de formation va être complété? Le passeport de prévention ou de Non, il y a marqué passeport formation, donc j'imagine que c'est peut-être prévention, mais de la même façon, j'imagine que le passeport de compétences. Nous, en fait, on va récupérer les informations. Alors, sur le passeport de compétences, comme sur le passeport de prévention, tout viendra des OF, des organismes de formation, qui vont nous alimenter, et personne d'autre. Nous, on n'acceptera pas un titre, un diplôme, une certification qui serait apporté, même sur justificatif, par l'individu. Ça, c'est non. Et puis, les expériences professionnelles, c'est par la déclaration sociale nominative qu'on récupère, de par la loi. La loi nous autorise à récupérer cet élément, donc on a les informations. Les compétences, on va les déduire d'un catalogue sémantique qui va rattacher, alors sur lequel on est en train de travailler, qui va rattacher en fait les titres, les diplômes, les expériences, et qui va rattacher des compétences associées avec un dictionnaire, quoi, en quelque sorte, hein, pour que on traite tout le monde de la même façon. On va traiter tout le monde de la même façon, et en fait les compétences, elles seront déduites. Mais par contre, les compétences, une personne pourra en rajouter s'il veut. On pourra dire voilà, elle pourra rajouter essentiellement des soft skills, hein, plutôt, hein, des compétences que la personne considère pouvoir avoir. Mais par contre, sur le passeport de compétences, il y aura des choses qui seront authentifiées et d'autres qui ne le seront pas. Comme ça, si quelqu'un récupère que ce soit un CV ou un élément du passeport, il saura si c'est authentifié par la Caisse des dépôts ou pas du tout. Voilà, ça qui est important. Le passeport de prévention, lui, a vocation à circuler entre le détenteur et l'entreprise. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça justement, c'est que l'entreprise puisse, avec l'accord du titulaire, pouvoir accéder aux informations sur les certifications SST. Merci beaucoup Philippe. Alors il y a une foultitude de questions. On va chercher à y répondre de façon exhaustive. Voilà, j'espère qu'on en a déjà nous a déjà apporté une partie des réponses utiles. Oh là là, dans le cadre d'un contrat cumul emploi-retraite, le CPF du salarié retraité peut-il être réactivé? Oui. Oui, ok. Bravo. Oui, mais ça va être une exception. Enfin, en fait, nous, on a en fait, on arrête le compteur au départ à la retraite, mais il est évident que si la personne repart sur une activité, là, par contre, je dis oui. La seule contrainte, c'est qu'il faut que la personne nous demande sa réactivation, parce que sinon, on va pas le faire. Nous, on n'a pas de. Quoique, on va peut-être avoir l'information par la DSN. Bon, mais la réponse est oui, ça j'en suis sûr. Mais par contre, je me rappelle plus comment ça va se passer. C'est la modalité qui va réenclencher, en fait. Ouais, est-ce que c'est sur demande ou alors est-ce que ça va réenclencher? Je me rappelle plus. Je vais retrouver ça. Ok, donc on vous apportera toutes ces réponses. Je vais me permettre de prendre 2 minutes pour parler des solutions que nous pouvons vous proposer chez M2I Formation. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a un site totalement dédié à l'offre CPF. Je vous le disais en introduction, on a aujourd'hui environ 120 modules de formation qui sont des formations courtes, longues ou de moyenne durée. Vous avez une équipe dédiée à l'instruction des dossiers CPF sur laquelle vous pouvez vous appuyer chez nous. Nous pouvons vous préparer des webinars qui vont expliquer le bien fondé du CPF à destination de vos équipes, vous construire un catalogue de formation co-construit et co-brandé si vous le souhaitez. Nous avons un outil de gestion des inscriptions en nombre qui s'appelle EasyBookie, qu'on peut également vous proposer, qui vous permet d'avoir un suivi des pré-inscriptions, bien évidemment parce que l'inscription se fait sur mon compte formation. Une veille, la preuve aujourd'hui où on cherche à apporter des informations les plus actuelles et en tout cas à updater certains services, informations que vous méconnaissez. Une adresse mail dédiée à l'assistance pour vos équipes si
elles ont des soucis pour se connecter, pour France Connect et pour tout ce qui est aujourd'hui nécessaire à une inscription sur mon compte formation et une offre tarifaire négociée. Voilà, donc ça c'est ce que M2I est capable de vous proposer si vous avez une réflexion sur cette intégration du CPF dans le développement des compétences de vos équipes. Donc 120 modules de formation. Voilà un catalogue de formation auquel vous avez accès à partir de notre site qui est en permanence mis à jour, puisque c'est une offre qui bouge en fonction de ce que les certificateurs nous autorisent à avoir comme formation et que c'est très France Compétences est très attentif et vigilant à tout ça. Donc c'est une offre qui bouge beaucoup. Le certificateur nous demandant en permanence d'actualiser. Et pour que vous ayez un petit peu une vision aujourd'hui, merci ChatGPT, voilà, de ce qui est le plus utilisé, de plus demandé en formation CPF chez nous. Ben, vous voyez, il y a du management RH, du design thinking, du Power BI, de l'Excel, voilà, de la gestion de projet. Donc ça vous donne une petite vision de la diversité des modules sur lesquels nous pouvons vous accompagner au travers le CPF, que ça soit tant en IT, en digital ou en soft skills ou management, une offre management. Donc c'est une offre assez large et profonde. Je vous remets l'adresse si vous avez des questions que vous souhaitez nous reposer pour qu'on puisse vous apporter les réponses avec Philippe, parce que parfois certaines de vos questions étaient quand même très pointues, donc c'était pas simple d'avoir tout de suite les réponses. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous allons vous adresser la présentation. Vous aurez déjà de la matière. Vous aurez également la possibilité de visualiser les vidéos qu'on n'a pas pris. Le mail de Philippe, on va vous l'adresser de la même façon. À la limite sur Philippe, est-ce qu'on peut adresser ton mail? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, voilà. Donc, un grand merci pour votre participation. Merci mille fois, Philippe. Peut-être qu'on refera un webinaire, Philippe, quand le décret d'application sera passé pour donner toutes les informations peut-être plus courtes, mais très pratico-pratiques sur ce reste à charge et sa gestion pour vous, employeurs. Est-ce que si tu es d'accord avec ça, je pense que c'est un bon mot de conclusion. Oui, bien sûr. Merci, Philippe. Je t'en prie. Merci à tous. Merci, Thomas. Merci à tous.